parlons beaucoup de controverses académiques sur le podcast, en particulier en sciences sociales. Mais nous parlons aussi de travaux sur des sujets moins contentieux, qui constituent évidemment une partie importante de ce que les chercheurs font. Il y a quelques années, par exemple, nous avions interviewé Sébastien Oliveau au sujet de la démographie géographique française. La démographie et les dynamiques économiques jouent, sans surprise, un rôle sur les patrimoines immobiliers. Mon invité pour cet épisode, Florian Forisson, a étudié une partie du patrimoine immobilier de la Bulgarie, un pays qui connaît une nette décroissance démographique depuis plus de 30 ans. Cela est l'occasion de nous intéresser à une toute petite discipline académique en termes numéraires, l'architecture. Bonsoir à tous, je reçois aujourd'hui Florian Forisson. Bienvenue Florian sur Liberté Académique. Merci beaucoup. Ravi de t'avoir. Alors, tu es architecte et docteur en architecture de l'Université de Toulouse. C'est un titre qui t'a été délivré l'an dernier, en 2020, pour ta thèse, La reconnaissance des patrimoines ordinaires modernes bulgares, le cas de Varna. Et tu t'es intéressé au patrimoine immobilier urbain ordinaire, comme tu le décris, hérité de la période soviétique. Il faut peut-être le rappeler, la Bulgarie a été gouvernée par un régime marxiste-léniniste sous forte influence de l'URSS entre 1944 et 1991. Donc c'est le premier élément important de contexte. Je recommande le feuilletage au moins de ta thèse pour les gens qui aiment bien les graphiques, les cartes. Il y en a beaucoup, elles sont très chouettes. Malheureusement, je crois que ta thèse n'est pas disponible en ligne. Par contre, Ça, c'est un peu dommage puisque j'avais demandé à la bibliothèque de la mettre en ligne, justement. Donc, ça fait partie des nombreuses choses que je demanderai à mon université quand j'y reviendrai. D'accord. Ok. Bah ouais, ce sera chouette parce que moi, je la trouve chouette. Enfin, entre autres visuellement. Et alors, en fait, je pose une première question assez attendue peut-être, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce sujet-là? Alors, en fait, c'est un peu le hasard. Quand j'étais en 4e année, donc faut savoir que les études d'architecture se font maintenant en 5 ans. Avant, elles se faisaient en 6 ans, puisqu'on était rattaché au ministère de la Culture et qu'on était encore héritier du système Beaux-Arts. Donc, l'architecture se faisait en 6 ans. Avec la réforme LMD, on est passé en 5 ans. Et donc, a été introduit quelque chose qui n'était pas très commun aux écoles d'architecture à cette époque-là, c'est la recherche en architecture, ou du moins la possibilité de faire un doctorat en architecture. Donc, progressivement, dans les enseignements de Master 1, Master 2, ont été intégrés ce qu'on appelle les séminaires de recherche. Et petit à petit, la recherche académique qui était portée par des laboratoires et qui était plus ou moins rattachée au CNRS, plus ou moins rattachée à l'université, a acquis une légitimité et a acquis ses propres cours. Et donc depuis, en tout cas, c'est ce qui se passe à l'école de Toulouse, on a des séminaires de recherche en master qui nous amènent à réaliser, comme sur le cas de l'université, des mémoires de recherche. Et dans le cadre de cette recherche, en fait, quand on arrive en Master 1, on nous demande de choisir des enseignements de type est-ce que tu veux faire un séminaire plus porté sur le patrimoine, un séminaire plus porté sur le marketing urbain, d'autres sur l'écologie. Donc, on a un panel de choix et les étudiants sont amenés à faire un choix dedans et à explorer une piste de recherche pendant 1 ou 2 ans, suivant les écoles. Dans mon école, on avait la possibilité de choisir 6 séminaires et dedans, on avait un séminaire qui s'appelait Images de ville, qui était porté par mon actuelle directrice de thèse et porté aussi par un enseignant qui s'appelle Pierre Vecnet et qui proposait aux étudiants un format assez intéressant qui était de travailler sur des villes qui n'étaient pas forcément en France et pour lesquelles l'école de l'architecture de Toulouse avait des partenariats. Et il savait qu'à l'époque, l'année où moi je suis entré dans ce séminaire-là, mon actuelle directrice de thèse proposait un partenariat avec l'université de Sofia et avec l'Institut français de Sofia et proposait en fait à des étudiants, 5-6 étudiants, de partir en voyage avec elle pendant 15 jours et en fait de mener une recherche de terrain sur place.
Cette première expérience sur le cas bulgare, en fait, m'a pas mal apporté. Ça a un peu chamboulé tous mes repères, parce que c'est un vrai dépaysement de découvrir pour la première fois l'ancien bloc de l'Est. Et je me suis retrouvé un peu, j'ai mis le doigt, et puis petit à petit, ça m'a pris la main, puis le bras. J'ai continué en Master 2 sur un mémoire de recherche qui m'a donné après la possibilité de commencer une thèse. Et j'ai commencé la thèse un peu, je dirais pas par défaut, mais disons que quand on sort de 5 années d'études en école d'architecture, généralement, on va très vite trouver du travail en agence d'architecture et on devient ce qu'on appelle gratteur, donc dessinateur-pocheur. Et s'ensuit en fait un parcours un petit peu du combattant pour apprendre le métier. Et moi, comme j'étais curieux, j'avais envie d'explorer un domaine de recherche que je connaissais pas trop et qui m'attirait. Je me suis dit, bah tiens, commençons une thèse. Le sujet me plaisait, le sujet me faisait rire. J'avais envie d'explorer des choses sympas. Et je me suis dit, bon, bah, tiens, on se lance dans la thèse. Et bon, elle n'était pas financée, mais on y va et on voit ce que ça donne. Wow. Et en plus, non seulement c'est pas financé, et en plus, enfin, moi j'ai l'habitude, enfin, j'ai fait une thèse, et je connais beaucoup de gens évidemment qui en ont fait une en physique, et puis je sais que dans le reste des sciences naturelles, ça prend souvent 3 ans, 4 grand maximum. Et par contre, dans d'autres disciplines, c'est beaucoup plus long. C'était combien pour ça? Alors, si je vais compter, je vais pas compter les 2 années de master parce que ça m'a fourni quand même les bonnes bases, Ouais, au moins pour l'état de l'art et une partie des documents de terrain. Mais j'ai fait ma thèse en 5 ans et demi. C'est-à-dire que normalement on l'a fait on est censé la faire en 3 ans comme tout le monde, hein, pas de, il y a pas de miracle. Le problème c'est qu'on ouais, sait que les non financés font la thèse en plusieurs années et je sais par exemple j'ai des collègues qui l'ont fait en 8 ans. ouais. Nous, généralement, en architecture, on est plutôt sur du 4 à 6 ans. Parce que même les thèses D'accord. qui sont financées par le biais de contrats CIF ou autres, même en 3 ans, c'est très difficile de terminer. Généralement, ils embrayent sur une quatrième année et finissent la rédaction au cours de la quatrième année. D'accord. D'accord. Ouais. Et tu avais aucune connaissance spécifique préalable de la Bulgarie. Non, pas vraiment. Je suis allé une fois en Bulgarie en 2009 après mon bac pour un séjour de 15 jours. Donc, mon expérience de la Bulgarie était franchement, c'était pas grand-chose. C'est Euh, déjà plus que la plupart des gens quand même. Deux oui, mais semaines, ça reste une expérience de surface en fait. bien sûr. C'est-à-dire que on voit beaucoup de choses, mais on les comprend pas forcément. Et quand on revient 4 ans plus tard avec un regard un peu plus formé en architecture et avec un sujet de recherche ou du moins un Mhm. regard qui oriente un petit peu ce qu'on va découvrir, on s'aperçoit de plus de choses et on se dit ah mince, mais ça, je l'avais complètement loupé. J'avais pas du tout capté à ma première visite. Et en fait, c'est aussi ça un petit peu la surprise de ce pays-là, c'est qu'à chaque fois qu'on y revient, on découvre quelque chose de nouveau. Et parfois, ça remet un petit peu en question tous les a priori qu'on pourrait avoir, hein, mais c'est ça le travail de recherche sur le terrain. Et oui. Et oui, bien sûr. Euh, hmm. Donc, tu t'es intéressé à différents types de bâtiments et même en fait de grands ensembles de bâtiments. Enfin, je te laisserai le décrire beaucoup mieux que moi. Euh, donc, qui ont été construits en particulier pendant l'époque soviétique. Et tu t'intéresses en fait à ce qui leur arrive, entre guillemets, depuis à ces constructions-là. Oui, il y aurait plein de manières de planter le décor et de donner un début de contexte pour ce qui est arrivé à la Bulgarie, disons, depuis l'effondrement du bloc soviétique. Une des choses que tu discutes dans tes introductions, etc., c'est que la Bulgarie connaît une décroissance démographique depuis les années 80, avec surtout un exode rural et aussi une forte émigration vers d'autres pays de l'Union européenne. Et ça joue un rôle dans la manière, j'imagine, dont les bâtiments sont occupés, etc. Oui, tout à fait.
Ça, ça c'est sûr et certain. Il faut savoir que la Bulgarie est en décroissance démographique depuis les années 80. Donc c'est pas dû à l'effondrement du bloc soviétique. Alors faut savoir qu'en Bulgarie on parle de communisme, on ne parle pas de soviétique. Les soviétiques sont en URSS, les communistes sont en Bulgarie. Mais c'est le même moule, hein, à quelques différences près. Je citais pendant ma thèse. Le problème de la Bulgarie, c'est que dans les années 80, on s'aperçoit que le communisme tel qu'il a été prophétisé, mis en application, bat de l'aile, et le niveau de vie a augmenté, ça c'est sûr, mais les ménages font de moins en moins d'enfants, et on sent que le régime pédale un peu dans la semoule. Dès les années 80, on accuse une baisse de la natalité en Bulgarie, et petit à petit, cette population qui comprenait 9 millions d'habitants perd en fait sa population progressivement. Ça s'accélère dans les années 90, puisque l'ouverture des frontières permet aux Bulgares de partir très très vite, de peur d'être pris en fait dans l'engrenage des privatisations. Et dans les années 2000, l'ouverture sur l'Union européenne change encore un peu plus la donne, puisque là, maintenant, avec les accords de Schengen, en fait, les Bulgares peuvent aller à peu près partout. C'est un gros avantage parce que c'est une population qui fait très peu d'enfants. Donc généralement, les familles font 1 ou 2 enfants et mettent le paquet sur l'éducation, en espérant que l'enfant fasse des grandes études, et puisse après faire un Erasmus à Paris, à Londres, à Berlin, ou même à Moscou, et on passe Noël à Paris, et donc du coup, l'émigration est un moyen de promotion sociale au sein d'une société bulgare qui est pour l'instant, entre guillemets, pas très riche. Il faut savoir que la moitié de la Bulgarie vit sous le seuil de pauvreté. Je crois que c'était 43%, vit avec moins de 500 euros par mois. Donc, c'est pas grand-chose, mais l'une des particularités de la Bulgarie, qu'on peut retrouver dans d'autres pays de l'Est aussi, c'est que plus de 90% de la population est propriétaire. Alors, ça peut paraître étonnant, dans la mesure où chez nous, on n'atteint pas ce pourcentage-là, mais la propriété en Bulgarie est quelque chose de normal. La location n'est pas normale. Les gens qui louent, ce sont généralement les étrangers qui viennent travailler sur le sol bulgare, peut-être quelques étudiants, mais tout le monde est propriétaire d'un bien, voire même de 2 biens. Donc les phénomènes de résidence secondaire en Bulgarie sont assez développés. Généralement, une famille possède un logement en ville et la maison familiale qui se trouve dans la campagne. Le problème, et c'est là aujourd'hui où le bas blesse, c'est que cette décroissance démographique alliée à une économie qui est stagnante, voire en récession dans certains territoires, fait que les gens sont propriétaires d'appartements, de maisons, mais n'ont pas les moyens de l'entretenir. Ce qui fait que le bâti se dégrade progressivement, qui fait qu'aujourd'hui, des bâtiments qui avaient été prévus pour durer 50 ans accusent déjà de problèmes de conception et de construction, mais en plus des problèmes d'entretien. Ce qui m'a amené en fait à travailler sur comment on peut essayer d'améliorer la situation, sachant qu'on se bat un peu contre des moulins à vent, c'est-à-dire que c'est pas demain que la Bulgarie va redevenir un pays avec une population croissante, ça c'est quasiment sûr et certain. Les prévisions jusqu'à 2050 montrent que la Bulgarie va perdre à peu près un quart de sa population, si la tendance se confirme. Donc je crois que c'est l'un des pays au monde, en tout cas un des pays d'Europe avec la Roumanie qui perd le plus de population. Donc on est dans une situation où la population baisse, les gens sont pauvres et les gens n'ont pas les moyens de rénover leurs appartements. Donc à partir de là, moi c'était ma question de recherche. Un petit peu le filigrane de ma question de recherche, c'est qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Oui, tu t'es intéressé en particulier au cas de la ville de Varna, hein, c'est dans le titre de ta thèse. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui doivent être nombreux, je pense, c'est une ville portuaire de l'est du pays, sur la mer Noire en fait. Et c'est une ville touristique, balnéaire, on peut dire. Alors, il faut savoir que Varna, c'est un des 2 grands ports de la Bulgarie avec Burgas. Mais Varna a la particularité, contrairement à Burgas, qui est aussi un port industriel, a la particularité en fait depuis des décennies, d'avoir été l'endroit où les Russes venaient en vacances.
C'est un port balnéaire parce on a d'immenses plages à perte de vue, des complexes hôteliers, des complexes touristiques, des complexes sportifs. Et donc, en fait, au-delà du simple port industriel, puisque c'est un port industriel relié à un lac, et qui sont reliés, le lac lui-même relié à des cimenteries, à des complexes industriels qui étaient très prisés du temps de la période communiste, on a aussi toute une attractivité touristique qui fait que la population qui est entre 350 000 et 500 000 à l'année passe à 1,5 million en été. Donc, on a énormément d'étrangers qui viennent sur place pour profiter du beau temps, sachant que la mer Noire a été, pendant la période communiste, mais même avant, un endroit où on appelait ça un petit peu, Verna, on l'appelait la perle de la mer Noire. L'idée étant que les gouvernements successifs en Bulgarie ont mis de l'argent et ont investi énormément pour faire en fait de cette destination une destination touristique. On le remarque dès le début du XXe siècle, on a encore des cartes postales qui montrent que Varna, c'est un peu the place to be quand vous êtes en Europe de l'Est. Donc cet effet de promotion de la ville comme capitale balnéaire de la Bulgarie s'est poursuivi jusqu'au XXIe siècle, et en fait ça fait partie des choses qui restent en fait de l'héritage communiste, qui lui-même a repris des choses qui se faisaient avant. Il faut savoir qu'en Bulgarie, on recycle beaucoup, et les communistes ne sont pas exempts de cette règle. On dit souvent que le communiste fait table rase du passé. Rien n'est plus faux. En Bulgarie, généralement, il a eu tendance à composer avec ce qu'il y avait, parce que c'était un moyen d'assurer une certaine continuité officieuse, tout en disant officiellement qu'il y avait rupture. Et donc aujourd'hui, Varna, c'est vraiment la capitale du tourisme en Bulgarie, en concurrence avec Plovdiv, qui est la capitale de la culture, et Sofia, qui est la capitale historique du pays, avec Veliko Tarnovo. D'accord. Quand on pense à ce qu'a pu constituer l'architecture soviétique ou enfin communiste, l'une des images qui peuvent venir en tête, c'est celle de ces immenses ensembles, des immeubles en béton gigantesques, les uns à côté des autres. C'est ce genre de construction que tu as étudié, toi? Alors, j'ai étudié ce type de construction, effectivement, ce qu'on appelle des panelka. Ce sont des bâtiments en panneaux préfabriqués, mais pas que. Ça, dans ma thèse, je le montre, c'est qu'il existe une diversité de constructions, une diversité de formes dans l'architecture communiste et soviétique, qui fait que si on prend la peine de creuser un petit peu la question, on s'aperçoit qu'il y a une véritable richesse et qu'il y a plusieurs générations de bâtiments préfabriqués, aussi bien en Bulgarie que dans les autres pays. Moi, j'ai étudié effectivement en priorité ces bâtiments-là, parce que ça faisait partie de mes terrains de recherche, mais je me suis aussi intéressé aux bâtiments précurseurs pour savoir un petit peu d'où ça venait. Parce qu'on a l'habitude de penser que les communistes font table rase du passé et arrivent avec des idées pures et parfaites sur ce qu'il faudrait faire. Et c'est un peu méconnaître la structure sociale de la Bulgarie à l'époque, qui formait quelques architectes, qui avaient des architectes qui avaient été formés en Europe de l'Ouest. Et ces architectes avaient des cultures architecturales qui étaient très différentes de celles de la Russie de l'époque. Et donc, il y a eu en fait des adaptations, des mutations, des transformations de l'architecture qui font que petit à petit, on passe d'une architecture bulgare qui est plutôt traditionnelle et très éclectique, et petit à petit, on va arriver jusqu'au bâtiment de ce que nous on appelle en France les grands ensembles. C'est pas tout à fait, l'image, c'est plutôt l'image qu'on a des grands ensembles, et on va arriver en fait à cette architecture de panneaux préfabriqués qui domine aujourd'hui le paysage bulgare, et notamment quand on sort des centres-villes, on ne peut que observer ces bâtiments-là, qui sont en fait d'immenses grands ensembles qu'on appelle des gilorayons, des micro-rayons à perte de vue, avec d'immenses parcs et d'immenses équipements abandonnés quand ils sont construits. Donc, moi, le sujet de ma thèse, c'était vraiment plutôt de m'intéresser à pas cette évolution, parce que l'architecture évolue énormément, mais essayer de retrouver un petit peu ces filiations pour savoir comment on en arrive là, parce que ça n'est pas de nulle part. Et donc, j'ai été amené à retracer un petit peu cette généalogie de l'architecture communiste. Ouais.
Tu peux en dire plus sur ta lancée si tu le souhaites. Alors, il faut savoir que quand la Bulgarie perd la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre n'a pas duré très longtemps, hein, l'armée rouge traverse en fait le fleuve depuis la Roumanie, et quelques heures après, la capitale se rend. Parce que de toute façon, la Bulgarie venait de perdre son roi, Boris, qui a malheureusement disparu après son retour d'Allemagne. Donc, il faut savoir que la Bulgarie s'est rendue assez rapidement aux communistes. Donc, à partir de là, les gouvernements communistes ont tout de suite pris le pouvoir, ont fait en sorte de s'allier très rapidement à l'URSS, qui de toute façon avait encore l'armée en place, et s'est posé très vite la question de, au-delà de l'expropriation des bourgeois, très communiste de base, c'est si on doit bâtir l'environnement d'un homme nouveau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'à cette époque-là, la Russie soviétique avait fait un peu table rase de tous les débats qu'il y avait entre les architectes du mouvement moderne et les traditionalistes. Et Staline avait choisi le mouvement traditionnaliste comme étant porteur de ce qu'on appelle, nous, en architecture, le réalisme socialiste. C'est-à-dire une architecture qui est censée représenter l'avant-garde du peuple, le peuple combatif, l'esprit russe de la Révolution. Et en fait, c'est une architecture qui est extrêmement classique dans ses formes. Notamment, on le voit dans le choix du concours du Palais des Soviets. Donc, Staline avait sous la main en fait des architectes qui étaient modernes, résolument modernes, et qui proposaient des bâtiments avec des formes très épurées. On pourrait, par exemple, se rappeler l'histoire du Corbusier qui avait proposé des projets pour Moscou. Mais une bonne partie des logements modernes que l'on a aujourd'hui étaient en fait inspirés des travaux des architectes russes. Le truc, c'est que ces architectes russes n'étant pas en amitié avec les traditionalistes, il y a eu une sorte de grand clash entre les traditionalistes et les modernes, qui fait que Staline finalement a choisi les traditionalistes, a viré tout le reste et a gardé en fait ceux qui faisaient du classique russe. Donc des moulures, la petite maison avec les toits en pente, etc. Quand les communistes arrivent en Bulgarie, on est en plein encore dans le réalisme socialiste. Staline n'est pas encore mort et s'impose en fait l'idée que il faut du classique. Il faut du classique, mais du classique révolutionnaire. Alors, déjà pour trouver une architecture qui soit à la fois classique et révolutionnaire, on dit l'expression c'était il faut créer une architecture nationaliste dans sa forme, mais socialiste dans son contenu. Vous avez 3 heures. Donc à partir de là, je te laisse imaginer le bazar dans la tête des architectes qui découvrent les nouvelles règles du jeu. On leur dit voilà, vous devez faire du national dans sa forme, mais socialiste dans son contenu. Il faut savoir que les architectes qui étaient là à l'époque, c'était des gens qui étaient formés à l'Ouest, qui étaient formés à Vienne, qui étaient formés à Paris, des gens qui avaient une conception de l'architecture très occidentale et qui revenaient en Bulgarie pour mettre en place des équipements. Donc, quand la donne a changé, beaucoup de ces architectes, en fait, d'après moi ce que j'ai compris, ont fait semblant. On dit on va juste changer le discours, mais dans le fond, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, et on va rester sur plus ou moins ce qu'on a déjà fait. C'est le cas, par exemple, de l'ensemble Drujba au sud de Varna, qui a été construit pendant cette période plus ou moins réaliste socialiste, où en fait on a repris plus ou moins tel quel des bâtiments qu'on faisait déjà avant. Sauf que le discours a changé. On dit regardez, nos nouveaux bâtiments sont socialistes, c'est l'architecture réaliste socialiste bulgare, c'est le nouveau chic. Bon. Mais en fait, ça ressemble vachement à ce qu'on faisait dans les cités ouvrières de Melnik, à 200 km à côté. Donc, nouveau discours, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. À partir de la fin de la guerre, Sofia, donc la capitale, commence à former des architectes. Ces architectes-là étaient à l'époque formés par la vieille garde occidentalisée, qui a dû s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Et en plus, les soviétiques ont fait venir des nouveaux profs. Donc ces profs-là
ont professé en fait le réalisme socialiste pendant quelques années, puis à la mort de Staline, ont dû s'adapter aux nouvelles normes qui venaient de Moscou. Donc il y a eu un petit peu ce flottement pendant une quinzaine d'années où tu as la vieille garde qui était en conflit avec l'œil de Moscou et pour savoir un petit peu qui allait dominer dans le paysage architectural bulgare. Bon, ça a été très vite réglé, notamment dans le cas du concours de Dimitrovgrad. Dimitrovgrad avait été confié à un architecte qui s'appelait Luben Tonev, qui était en fait de la vieille garde, et qui en fait avait préparé un plan pour une ville nouvelle. Donc, à l'époque, on aimait bien faire des villes nouvelles. On trouve un paysage en plein milieu de la nature où il n'y a rien, et on dit là, on aura une cité nouvelle. Bon, on va faire quoi dedans? On va mettre des équipements, des industries, on va mettre des logements, on va faire un truc et on va tout connecter par une gare, on aura un aéroport, voilà, tout génial. On crée la ville au milieu de rien. Lumen Tonev avait prévu des équipements, avait prévu un projet, puis il a été au moment après 45, après 47, alors je ne me souviens plus exactement la date, mais en gros il a été largué en plein milieu du projet. Il a été remplacé par un autre architecte qui était plus conforme au discours de l'époque. Donc, en fait, il a été largué en race campagne. On lui a dit, écoutez, monsieur Tonev, merci beaucoup, au revoir. Donc, on l'a remplacé par un autre architecte. Donc, petit à petit, cette vieille garde a été, entre guillemets, mis au placard, et on a gardé, en fait, ceux qui étaient dans l'air du temps. En 56, faut savoir que la Bulgarie s'industrialise très lentement par rapport à la Russie. Mais en 56, a eu lieu la conférence des constructeurs en URSS, où en gros Khrouchtchev dit, ok, c'était super le réalisme socialiste, mais Staline n'est plus là. Donc maintenant, on va passer à un autre modèle de développement. Vous voyez les panneaux là qu'on fait en Europe de l'Ouest, ça a l'air vachement bien. On va faire pareil. Et on va faire mieux. Parce que voilà, on est soviétique et du coup, on fait mieux. Donc la Russie soviétique importe des technologies d'Europe de l'Ouest, se met à produire des panneaux en grande quantité et emploie des architectes pour concevoir en fait l'habitat du Pékin moyen. Ces modèles-là sont rapidement diffusés à Sofia, et Sofia donne l'ordre aux architectes bulgares de faire la même chose, mais en respectant quand même le côté, ça reste de l'architecture du bulgare, donc c'est pareil, mais pas tout à fait. Ce qui fait que les bâtiments bulgares sont construits, le temps que la Bulgarie mette en place ses usines, fasse ses tests, fasse tous les tests possibles et imaginables pour vérifier que les panneaux tiennent bien et qu'en plus on ait des usines qu'il faut pour les produire, il y a un gap de 10 ans. Une fois ces 10 ans passés, la Bulgarie a enfin de quoi produire ses panneaux et de quoi faire ses logements collectifs, et après, on tartine du panneau. Donc là, on met en place d'immenses plans régulateurs, des master plans. On commence à créer des villes à côté des villes pour vraiment pour dire voilà, on change la vie et on change la ville. Et on vient créer d'immenses complexes d'appartements. Le cas le plus impressionnant dans les années 70, c'est le cas de Liulin, qui est d'une taille gigantesque, qui contient 113 000 habitants en bordure de Sofia et qui désormais est un quartier de Sofia. Wow. Voilà à peu près pour cette architecture, sachant que comme il faut régulièrement faire évoluer les plans, parce qu'en fait les plans, il faut s'imaginer que c'est des gros carnets épais comme ça. Vous recevez le truc, c'est un kit, donc vous avez le plan type de l'étage, vous avez exactement le nombre de panneaux nécessaires, comment il faut les monter, etc. C'est un gros feuillet. Ces nomenclatures sont diffusées partout en Bulgarie. Les bureaux locaux peuvent adapter ou pas en fonction de leur poids politique et des moyens à disposition suivant les usines. Et donc, ce qui fait que l'architecture de Varna ne ressemble pas tout à fait à celle de Sofia, à quelques exceptions près. Donc, petit à petit, il y a des adaptations qui sont faites parce que vous avez des bureaux d'architecture en Bulgarie qui ne s'apprécient pas forcément. Sofia n'apprécie pas Varna, Varna n'apprécie pas Plovdiv, ce qui se passe à Roussé ne se passe pas à Vidin, et en fait, il y a une sorte de compétition interne pour faire mieux que le voisin, et surtout travailler avec l'usine locale. Si l'usine locale vous dit « Ah ben non, mais nous, des panneaux de 360, on n'en fait pas, on fait du 340 », vous démerdez. De toute façon, c'est l'usine qui a raison, puisque l'usine, c'est les ouvriers, et les ouvriers, dans un régime communiste, ont toujours raison. Donc, il faut imaginer que vous avez Moscou qui donne l'ordre de faire des panneaux. Le temps que les panneaux arrivent, il se passe 10 ans.
Pendant ce temps, on fait plein de tests. Au bout de 10 ans, en fait, on s'aperçoit que chaque bureau d'architecture a fait plus ou moins à sa sauce, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une diversité de typologies, alors que l'ordre vient d'un seul et même endroit. Donc ça, c'est pour vraiment la partie amont, quoi, amont de la construction de tout ça. On peut parler de l'aval. Juste avant ça, il y a un point de terminologie. Tu as utilisé ces termes que j'ai aussi vus dans ta thèse, mésorayon, je sais pas s'il faut dire gylo ou guilo-rayon. Alors, on dit plutôt gylo-rayon et micro-rayon, parce que c'est Ouais. ça qui est utilisé aujourd'hui. Le gylo-rayon, en fait, c'est une unité de planification qui va contenir presque 100 000 habitants. Donc, il faut savoir que les urbanistes de l'époque dessinent d'immenses plans sur lesquels ils disent, voilà, on va loger 100 000, on a reçu l'ordre de Sofia de loger 100 000 personnes à tel endroit. On lance un concours au sein du bureau d'architecture, qui n'est pas un bureau privé, mais un bureau d'État. Le concours en interne est fait. On désigne le meilleur projet. Le projet doit être constitué de plusieurs micro-rayons qui contiennent entre 10 000, 20 000, voire 40 000 habitants. Et à l'intérieur, jusqu'à l'échelle du détail, tu as des typologies d'appartements, des typologies de logements, et on assemble en fait des cubes de sucre. En fait, on a déjà les plans. Pourquoi s'embêter à faire très élaboré? On a déjà les plans d'appartements. La question, c'est plutôt de savoir, tu les préfères orientés sud, tu les préfères orientés nord, tu les préfères décalés d'1,50 m. En fait, il n'y a pas énormément de possibilités en matière d'invention. De toute façon, tout est déjà inventé en amont. La question, c'est plutôt de savoir tes barres d'immeubles, tu les veux plutôt un peu déstructurés, un peu de biais, un peu à droite à gauche comme ça. Donc en fait, l'idée, c'est on crée un grand plan général, on crée des petits plans, et à l'intérieur de ces petits plans, on a 20 000 logements à caser, chacun. Donc tu as, par exemple, à Varna, tu as le gylo-rayon de Vladislavovo qui contient le micro-rayon de Vladislavovo 1, 2, 3 et 4. Donc, faut s'imaginer, c'est un peu comme si tu disais à Toulouse, tu as le quartier du Mirail, mais dans le quartier du Mirail, tu as Bellefontaine, tu as la Raimerie, tu as Mirail Université, etc. Et les mésorayons, le mésorayon, c'est un groupe de plusieurs gylo-rayons, c'est la plus grande unité. Oui, c'est ça, c'est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus grand. Mais en fait, on va toujours sous forme d'entonnoir, en fait. Hein. L'idée, c'est que tout doit aller du haut vers le bas de l'échelle du pays jusqu'à la poignée de porte. Et le pouvoir décisionnel de l'architecte à l'intérieur, c'est vraiment d'agencer des cubes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très peu utilisé. Il n'y a que le micro-rayon qui est encore vraiment utilisé. Okay. On dit d'ailleurs, on a remplacé micro-rayon par Gilishtek Vartali. En gros, c'est quartier d'habitation. D'accord. Ouais. Ce qui est quand même plus sympa que de dire j'habite dans le micro-rayon 4. Ok. Et donc pour en revenir à en fait ce qui était peut-être le cœur de ton sujet, hein, c'était moins l'amont, même si tu as fait une bonne partie historique comme tu viens de résumer, mais savoir ce qui est arrivé de manière plus récente à ces constructions-là. Comme on l'a dit, il y a ce contexte de décroissance démographique, il y a un pays qui continue de pas être très développé économiquement. Et avec ça en tête, comment finalement, en fait, tu as aussi mentionné un peu plus tôt un autre point déjà que je peux rappeler, c'est que les gens sont propriétaires, mais ils n'ont pas les moyens d'entretenir les constructions. Et en particulier pour ces constructions-là que toi, tu as étudié, donc le patrimoine ordinaire urbain, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive à ces grands ensembles d'immeubles? Alors, il faut savoir que moi, ce qui m'intéresse dans ce patrimoine-là, c'est pas le patrimoine institutionnalisé, c'est-à-dire les opéras, les hôtels, m'intéressent pas vraiment parce qu'en fait, il y a déjà des plans de sauvegarde, des plans de mise en valeur, il y a déjà des choses pour ça.
parce que la Bulgarie ne va pas laisser tomber son patrimoine historique, comme les monastères et autres. Donc ça, c'est pas l'objet de mon étude, parce que il y a déjà des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, et il y a déjà de l'argent pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt tout cet environnement urbain qu'on a tendance à ignorer et dont on ne fait finalement que très peu de choses. Je le dis ordinaire parce que il est issu d'une fabrication qu'on dit ordinaire de la ville, c'est-à-dire pendant la période communiste, ce qui est extraordinaire, c'est une maison signée par un architecte. Ça, c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire a priori. Ce qui est extraordinaire, c'est de créer un équipement un stade. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, ce qui est ordinaire, c'est de tartiner 100 000 logements sur une zone, sur des vergers. Ça, c'est tout à fait ordinaire. Une petite opération, c'est 400 logements. C'est facile. Ça, c'est une petite opération. Donc, je l'ai dit ordinaire parce qu'en fait, finalement, on répond plus à un impératif de construction automatisée. On dit, voilà, l'État veut 2000 logements, ben vous faites 2000 logements et on a déjà les plans. Donc, c'est plus une fabrication avec très peu de recherche architecturale, dans le sens où on réinvente pas la poudre, on ne fait qu'utiliser ce qu'on a déjà sous la main. Et aujourd'hui, faut savoir que ces logements-là ont été conçus avec le contexte historique de la période, forcément, construits. Alors ça, c'est un autre problème, parce que ces bâtiments-là, ils ont été construits, mais on n'a pas forcément suivi correctement les plans. Et les finitions sont un peu compliquées à accepter. Il faut savoir que quand on veut un logement en Bulgarie communiste, il faut s'inscrire sur une liste. De la position sur la liste dépend de votre proximité avec le parti et avec le syndicat ouvrier. Donc ça peut aller très vite, comme ça peut attendre 30 ans. Et une fois que vous avez votre logement, généralement, il est livré à finir soi-même. C'est-à-dire que il va peut-être manquer les cloisons, peut-être manquer la salle de bain. Généralement, le système de ventilation, c'est des conduits naturels, donc ça fonctionne pas quand il y a la ventilation. Il manque parfois les fenêtres, mais vous n'avez pas votre mot à dire, hein, vous avez payé pour ça, donc vous l'avez. Donc on a des logements qui ont été livrés avec énormément de défauts, qui ont été construits avec énormément de malfaçons. Il faut savoir que les ouvriers bulgares de l'époque, outre la main-d'œuvre qualifiée, employaient aussi des brigades entre guillemets volontaires. Je l'ai dit entre guillemets parce que c'était généralement des enseignants qui étaient obligés de venir travailler sur place parce que voilà, c'est des enseignants, donc forcément c'est une classe intellectuelle, donc forcément suspecte, et donc il faut les rééduquer en demandant de mettre la main à la pâte. Le problème, c'est que ça marche bien quand vous voulez monter des murs en parpaing, ça marche un peu moins bien quand il faut faire des soudures. Or, aujourd'hui, une grosse partie des problèmes qu'on a dans ces bâtiments-là, c'est au niveau des soudures. Les panneaux préfabriqués sont soudés et sont très mal soudés. On a des infiltrations partout. Donc, on est déjà, de base, avant même de parler de ce que font les habitants, on est face à des bâtiments qui ont des malfaçons énormes. Je compte plus le nombre de fois où les vies d'ordures ont été bouchées ou pas finies, les caves sont inondées. Enfin, on est dans un état du bâti avant toute autre considération sociale. On est dans un état du bâti qui est lamentable. Et les gens sont propriétaires de ça. Le problème, c'est qu'ils sont propriétaires de ça et qu'en Bulgarie, la copropriété n'a véritablement été actée qu'en 2011. C'est très récent. Donc les syndicats de copropriétaires n'ont une existence administrative que depuis 2011. Le problème, c'est que entre la construction et 2011, il s'est passé pas mal de choses. Comme les gens sont propriétaires de leur appartement dès la livraison. Il faut savoir qu'en Bulgarie, on a quand même, en Bulgarie communiste, on n'a pas de propriété privée, mais on a une propriété personnelle. C'est une des rares concessions du régime communiste à la Bulgarie. Ok, c'est pas du privé, mais allez, c'est du personnel, on vous l'accorde. Donc les gens sont propriétaires de leur appartement dès l'entrée. Le problème, c'est que du coup, vous êtes propriétaire, donc vous devez vous occuper de votre bien, sauf que le bien en question, il est foutu, il est déjà pas conforme aux règles incendie, il n'y a pas de borne incendie au pied des immeubles, donc il suffit d'un feu tout crame. Donc ce bien-là, vous l'avez payé à prix d'or, il faut l'entretenir. Et vous n'avez pas les moyens. Arrivent les années 90, donc déjà, pour ceux qui ont réussi à passer le cap des années 90, qui était très dur, les appartements sont dans un état lamentable.
puisque plus personne ne peut les entretenir. Ceux qui ont pu partir sont partis dans des logements neufs, et ceux qui sont restés, en fait, sont vraiment dans la panade. Donc, dans les années 90, le bâti périclite, il se dégrade de plus en plus, et certains propriétaires se disent que, peut-être faire des bricolages. On va peut-être essayer d'améliorer notre confort. Il n'y a pas d'isolation dans les murs, il n'y a pas de ventilation véritablement fonctionnelle, les menuiseries, c'est du vieux bois tout pourri. On va changer les choses. Donc, ceux qui ont eu les moyens ou qui avaient des connaissances dans le métier ont pu améliorer leur logement. Le problème, c'est que c'est fait par des gens qui ne sont pas des spécialistes en la matière. Donc, vous avez énormément de bricolage, ce que moi j'appelle des bricolages architecturaux et urbains, qui font que chacun a profité du manque de réglementation en vigueur sur les façades pour faire un petit peu à sa sauce. Donc, vous avez ceux qui ont fermé les loggias. Ça, c'est un phénomène très courant en Bulgarie. C'est comme il n'y a pas beaucoup de place dans les logements, du coup, les gens ferment les loggias avec des fenêtres. D'autres ferment les balcons. Certains vont aller racheter la pièce du voisin et créer une porte. D'autres vont commencer à isoler avec du polystyrène pour avoir un peu moins froid l'hiver et un peu moins chaud l'été. Les blocs de VMC de ventilation, n'en parlons même pas, hein, ça fleurit partout. Donc dans les années 90, déjà, on voit apparaître sur ces bâtiments plein de petites améliorations pour essayer de pallier au fait que les bâtiments ne sont pas terribles. Et ça se poursuit dans les années 2000, ce qui fait que quand moi j'arrive sur site, en fait, les bâtiments ne ressemblent plus du tout à ceux à quoi ils ressemblaient dans les années 70. C'est-à-dire qu'il y a ce que j'ai appelé une couche d'appropriation sur le bâtiment qui fait que on voit plus la vie des habitants que l'histoire du bâtiment. Et cette couche d'appropriation habitante, c'était un des gros sujets de mon étude, c'était essayer de comprendre en fait pourquoi les habitants ont fait ça. Pourquoi ils se sont mis dans l'idée qu'il fallait fermer les loggias, pourquoi ils ont commencé à prendre la pièce du voisin, pourquoi ils ont commencé à changer la couleur des façades. Et c'est ça qui m'a amené à me questionner sur en fait quel est le pouvoir d'un propriétaire quand il n'y a ni réglementation urbaine pour contraindre à une certaine harmonie des façades, et surtout comment on fait quand on a très peu de moyens. Donc j'ai été amené dans le cadre de cette étude à aller sur le terrain, prendre énormément de photos, discuter un peu avec les habitants quand j'avais un traducteur sous la main, et faire énormément de relevés sur les façades pour voir, ok, on a un bâtiment qui avait telle tête dans les années 70, dans les années 90, il avait plus ou moins telle tête, et dans les années 2000, il a complètement changé. Certains ont mis du bois en façade, d'autres ont mis une couleur bleue, certains ont fermé les loggias, d'autres non. Et c'est essayer en fait de retrouver la généalogie de ce bâtiment. Au-delà du fait que, en amont, ces bâtiments, ils ont une histoire de conception, ils viennent d'une certaine pensée architecturale. C'est essayer de comprendre après la construction comment un bâtiment se transforme et comment il vit. Et après, c'est là où moi j'arrive pour ma thèse, c'est une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a étudié ces bâtiments, qu'on a vu comment ils se transforment, comment on fait au vu du contexte architectural, au vu du contexte urbain et au vu du contexte social. Et ce travail de terrain, tu l'as mené donc à Varna principalement, exclusivement Oui. même Alors, le travail de thèse s'inscrit uniquement à Varna, mais dans le cadre de mes recherches, j'étais amené à travailler à Sofia et à Plovdiv. D'accord. Par le biais des enseignements, puisque je dirigeais des mémoires d'étudiants à cette époque. Et donc, j'étais amené à amener des étudiants sur Sofia et sur Plovdiv en parallèle. D'accord. Et en tout, tu as passé combien de temps sur place? Sur place, alors, savoir que j'avais un contrat de consulting avec Veolia sur place en gros, pour mon sujet de thèse. Veolia me payait pour mettre en place en fait la rénovation de ces bâtiments-là. Et j'ai passé en tout un peu plus de 2 ans. En tout cumulé. Hein. Et ouais, ça fait beaucoup. Hein. Et justement, qu'est-ce qui est envisagé par les gens voire les entreprises, hein, comme tu le mentionnes,
qui s'intéressent à ces bâtiments, qui voudraient les rénover. Euh, Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des choses prévues? Comment ça se passe? Alors, il y a effectivement des choses prévues parce que la loi bulgare a acté le fait que la rénovation urbaine était quelque chose d'important et a mis en place des objectifs chiffrés à atteindre. Le problème, c'est que il y a les intentions et il y a le réel. Aujourd'hui, déjà, il y a le problème de la copropriété, c'est-à-dire que les réglementations urbaines ne sont pas adaptées à ce que l'État voudrait faire sur ces bâtiments-là. L'État voudrait revenir en fait à des bâtiments qui sont harmonieux visuellement et où ça ne part pas dans tous les sens, comme c'est le cas actuellement. Le problème, c'est que ça ne correspond pas du tout à la manière de faire des habitants sur place. Donc il y a déjà un conflit d'image entre l'image que la Bulgarie voudrait, enfin que l'État bulgare voudrait donner de ces bâtiments et la réalité du vécu des habitants. Ça pose problème parce qu'aujourd'hui, la rénovation urbaine est financée à 25%. Enfin, la rénovation architecturale, je vais être plus précis, la rénovation architecturale est financée à 25% par l'État bulgare. Le problème, c'est qu'on parle que de rénovation architecturale. Donc, on parle que de performance énergétique, mise en sécurité du bâti. Par contre, on ne se pose pas la question de l'espace qui est autour. Donc, tout ce qui est jardin, droit du sol et autres, ça passe complètement à la trappe et c'est plutôt financé par des programmes européens. Voyant que, en fait, la rénovation urbaine ne prenait pas parce qu'il y a un problème de process, donc l'État annonce une enveloppe en disant ouais, on va donner 25% du prix de la rénovation. Le problème, c'est qu'il y a un problème de process. C'est qu'on ne sait pas trop où l'argent va, on ne sait pas qui pilote, et surtout, généralement, les municipalités sont complètement squeezées du processus. Ce qui fait que la sauce a du mal à prendre. Et très peu de bâtiments sont rénovés chaque année. Il faut vraiment un accompagnement de tous les diables par l'État pour pousser les gens à s'investir sur des opérations qui sont très, très ciblées. Donc, pour l'instant, l'État n'arrive pas à mener sur tous les fronts ce sujet-là. Arrive l'Union européenne. L'Union européenne a passé un très, très gros budget pour la rénovation et a dit, voilà, si vous avez des bâtiments qui sont constitués en syndicats de copropriétaires, qui veulent de la rénovation et qui sont prêts à faire un appel d'offres, nous, on finance 100% des travaux. Le problème de ce processus-là, c'est que, il faut qu'il y ait une copropriété qui soit inscrite au registre des copropriétés bulgares. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il faut savoir que le fonctionnement d'un immeuble, c'est que chaque cage d'escalier possède officieusement un représentant. Donc, on ne parle pas d'un immeuble, on parle d'une cage d'escalier. Vous avez un représentant de la cage d'escalier qui est soit élu, soit désigné, soit il s'autodésigne, et qui, en fait, pilote plus ou moins le fonctionnement de l'immeuble. Donc, qui va payer la femme de ménage, généralement la plus vieille personne de l'immeuble et la plus démunie, qui va s'occuper de rénover le réseau de canalisation et d'appeler le plombier quand il y a un problème. Et ça fonctionne cage d'escalier par cage d'escalier. Sauf que le gouvernement bulgare a dit, non, nous, on veut un syndicat de copropriété à l'échelle d'un immeuble. Ce qui fait que des cages d'escalier qui n'avaient pas l'habitude de discuter entre elles sont obligés de se mettre d'accord pour désigner un représentant de la copropriété, un conseil syndical, et en fait, ça se situe en un collectif. Sauf que ça fonctionne pas des masses. Parce que tu as des immeubles qui fonctionnent très bien ensemble, et qui n'ont pas de soucis parce qu'ils se connaissent depuis des années, et tu as des immeubles où ce sont de parfaits inconnus. Donc déjà, ça coince dès le départ, parce que les syndicats de copropriétaires ont du mal à s'instituer. Deuxièmement, il faut un projet. Parce que rénover un bâtiment, c'est un gros travail et ça se fait pas comme ça. Le problème, c'est que les architectes qui veulent s'investir dans la rénovation architecturale sont pas très nombreux. Et donc, on a un manque de personnes, on a un manque de professionnels qualifiés pour proposer des projets en amont. On a aussi un autre problème, c'est que du coup, il y a le problème de l'appel d'offres. Qui s'occupe de l'appel d'offres, qui s'occupe de faire les démarches administratives. Et normalement, la mairie est censée s'occuper de recevoir les dossiers d'admission et de les traiter. Sauf que comme les mairies ne sont pas intégrées dans le processus de réflexion en amont, les mairies se désinvestissent du sujet. Elles arrivent en bout de course et en fait, elles sont juste là pour donner des tampons. Ce qui fait que les mairies se sentent totalement désinvesties du sujet, alors qu'en fait, ce sont les premières concernées, puisqu'en fait, ce sont leurs électeurs.
Et on a aussi le problème de la réalisation des travaux, c'est que si on arrive à trouver des bâtiments et à trouver des copropriétés qui sont d'accord pour rénover, qui on fait intervenir, qui sont les professionnels qui interviennent et qui est payé à la fin. Le problème, en tout cas sur les opérations que j'ai pu voir, moi j'étais simplement assistant à maîtrise d'ouvrage, donc je n'ai pas été le professionnel qui a suivi les travaux, mais sur les bâtiments des terrains d'études qui ont été rénovés, si moi je faisais pareil en France, je serais en prison. Donc c'est sûr et certain. En fait, les bâtiments sont rénovés à pas cher parce que c'est sous l'Union européenne qui arrive derrière. Et en fait, personne contrôle véritablement ce qui a été fait derrière. Donc, ce qui fait que vous avez du polystyrène sur les façades, qui est le plus mauvais matériau à mettre sur les façades parce que le polystyrène, ça brûle extrêmement bien. Et pendant que moi j'étais dans mes terrains d'études, j'avais régulièrement des nouvelles de Roumanie ou de Bulgarie, de discothèques qui brûlent et de dizaines de morts à chaque fois. Donc on a des bâtiments qui sont rénovés, qui sont pas spécialement contrôlés. Alors effectivement c'est mieux qu'avant, puisque au moins c'est rénové. Le problème c'est que quid de la pérennité de ce genre d'ouvrage. Là, la dernière fois que je suis passé vérifier les détails d'isolant, on pourrait pas faire ça en France. C'est pas possible. Donc on a ce problème-là, c'est pas encore très bien structuré, on sait pas trop où l'argent va, qui fait quoi, les mairies sont désinvesties, l'État donne des sous mais a du mal à fidéliser les copropriétés et à leur donner envie. Il y a une méfiance de la part des copropriétaires, et à juste titre, parce que ceux qui ont passé les années 90 sont conscients que l'État est parfois promet des fois monts et merveilles pour rien, donc ils sont un peu méfiants, et ce que je peux comprendre. Et ceux qui s'investissent dedans n'ont pas forcément un retour qualité qui est intéressant. Là où les entreprises comme Veolia sont moteurs, enfin voulaient être motrices dans ce genre d'opération, c'est que par exemple Veolia à Varna a ce statut particulier qu'elle possède tout le réseau de chaleur urbain de la ville. Donc c'est une position incroyable, hein, ils détiennent tout le réseau de chauffage de la centrale gaz. Et une grosse partie des bâtiments de l'époque, enfin des années 70, sont connectés. Sauf que la centrale fonctionne actuellement qu'à un tiers de ses capacités, parce que voilà, il n'y a pas non plus une charge énorme. Et le problème de Veolia, c'est que, ok, ils alimentent les copropriétés. Le problème, c'est que personne ne paye. Ils ont un vrai problème pour récupérer l'argent, parce que les gens étant très pauvres, ils ont l'habitude de se désolidariser du réseau de chaleur, donc de couper les radiateurs, de les enlever, plutôt que de payer les charges. Donc, il y a un enjeu de la part de Veolia de fidéliser sa clientèle en leur permettant de maîtriser leurs charges et d'éviter que tout le chauffage qu'ils mettent dans l'appartement se barre à l'extérieur des façades. Donc, pour Veolia, c'est important d'isoler parce que déjà, ça permet de redorer leur image en Bulgarie parce que ça le fait toujours bien quand une entreprise dit nous prenons soin des personnes qui sont dans notre réseau de chaleur, on rénove. Il y a un gros effet promotionnel qui est hyper intéressant pour Veolia et c'est une opportunité pour eux. Mais surtout, à terme, ça permet aux habitants de mieux maîtriser leurs charges et donc de payer. Et donc, pour Veolia, d'avoir un chiffre d'affaires qui soit intéressant et stable plutôt que de se dire mince, ouais, on en a 4000 et on sait qu'il y en a 2000, ils sont déjà en retard de paiement. Donc, moi, quand je suis arrivé en Bulgarie pour travailler sur ce sujet-là, Veolia avait passé un accord avec la municipalité pour faire une phase d'audit et une phase de conception de projet avec un architecte. Moi, j'étais assistant à maîtrise d'ouvrage sur ce projet-là. On avait l'ambassade de France et l'Institut français qui soutenaient le projet et qui voulaient voir où ça allait. Tout se passait très bien. La mairie était même prête à financer une partie des espaces publics qui sont très rarement rénovés. Et on ne sait pas trop pourquoi. Ça s'est cassé la figure en plein milieu. La mairie s'est retirée du projet alors qu'on avait un accord signé. Et au final, sur les 11 bâtiments qu'on devait rénover, tous les acteurs se sont désolidarisés. Et finalement, il n'y en a que 2 qui ont été rénovés, avec les défauts que l'on sait. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, ok, l'argent est là, mais les process sont pas au point, les gens sont désinvestis et il y a une méfiance généralisée à l'égard des autorités locales. Ce qui fait qu'on n'est pas sorti de l'auberge, enfin ils sont pas sortis de l'auberge parce que
Les bâtiments continuent à se dégrader, hein, malheureusement. Oui. Même avec toute la bonne volonté du monde, ça se, ça se casse un peu la figure. Là, d'ici 10 ans, on va avoir les premières ruines. D'accord. Est-ce que tu penses que on a couvert ce qui est important? Enfin, est-ce que tu voudrais encore explorer Non, je pense qu'on a d'autres... assez bien couvert le sujet. Le, Comme je disais, c'est un pays qui a vécu très durement la chute du communisme, qui n'était pas déjà dans une situation économique reluisante. Aujourd'hui, on a des vrais risques pour une population qui est très pauvre. Et c'est pas que l'État ne fait rien. L'État fait des choses. Le problème, c'est que les process sont pas en place. Et aujourd'hui, les acteurs se méfient les uns des autres. On a un manque de professionnels qualifiés, et ce qui fait que la mayonnaise prend pas, alors que tout le potentiel est là. Et c'est un vrai. Alors, encore plus quand on est un étranger sur place, mais même les architectes qui travaillent sur place ont toutes les peines du monde à faire comprendre aux gens que c'est pas une arnaque, et que ça peut améliorer. Et pourtant, tout le monde est conscient dans tous les entretiens qu'on a fait, tout le monde est conscient du problème qui est le fait de ne pas rénover un Hmm. appartement. Alors Ouais. après, on pourrait aussi poser des questions sur l'appropriation du sol, à qui appartient réellement le sol. Aujourd'hui, le sol a un statut particulier, il est public, mais laissé à l'usage du privé. C'est un statut particulier qui fait que, en gros, tant que vous vous l'appropriez, vous en avez la jouissance. C'est juste que c'est du public. Et ça, alors, moi, j'avais identifié ça comme étant un vieux reste de la période ottomane de la Bulgarie. Mais c'est un truc qu'on retrouve aussi dans beaucoup de pays de l'Est. En gros, l'idée, c'est que la terre appartient à celui qui l'exploite, qui en prend soin. Et Hmm. cette Ouais. sorte d'accord tacite est assez bien respectée en Bulgarie, de sorte que, mis à part des conflits sur la division parcellaire, les gens sont conscients que quand il y a quelqu'un qui fait un jardin, on ne vient pas lui démolir. Quand quelqu'un Hmm. vient clôturer une parcelle et faire un petit potager, on le laisse faire. Parce que ça gêne personne, qu'il y a une certaine bienveillance, un certain laisser-faire généralisé qui fait que Hmm. si la personne fait ça, c'est qu'elle a une bonne raison et on va pas l'embêter. Donc il y a Hmm. aussi en parallèle de ce problème des bâtiments, le problème de à qui appartient le sol, comment on l'utilise, comment on le partage, et comment on fait en sorte que le privé puisse s'installer correctement. Chose qui se fait D'accord. beaucoup en Roumanie, par exemple. En Roumanie, il y a des processus de résidentialisation et de division parcellaire qui font qu'aujourd'hui, les gens possèdent des jardins en pied d'immeuble, il y a des projets qui sont faits de rénovation qui sont assez intéressants, où on a une réflexion à la fois sur le bâti et sur le pied de barre. Mais en Bulgarie, ça reste encore un peu hésitant. J'ai bon espoir que d'ici 10 ans, ça soit bien engagé et que tous les acteurs se soient bien mis dans le bain. Mais au moment où j'y étais, ça débutait juste et c'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais très intéressant. Ouais. Et tu pas resté dans la recherche après ta thèse. Non, pas du tout. Je suis pas resté dans la recherche. Déjà parce que en 2000, quand mon contrat avec Veolia s'est arrêté, j'étais quand même bien avancé dans ma thèse et Mhm. j'avais envie d'aller voir ce qui se passait du côté des agences françaises. Je trouvais que ça faisait un peu trop longtemps que j'étais à l'extérieur de ce réseau-là. Et du coup, j'ai trouvé du travail à Paris. Je me suis installé à Paris et pendant plusieurs années, j'ai fait un petit peu d'enseignement à Paris, du travail en agence et je menais ma thèse en parallèle. Donc, Hmm. beaucoup de nuits avec très peu d'heures de sommeil, mais Ouais. très formateur parce que ça t'apprend à mener de front plusieurs choses à la fois dans des conditions assez difficiles, mais c'est une bonne école de la vie. De toute façon, j'avais pas le choix puisque j'étais pas financé. Mhm. Faut bien manger autre chose que des pâtes. Mhm. Bon, après, j'avais aussi l'avantage, quand j'étais à Toulouse, j'avais ma famille qui était sur place, qui pouvait me loger, et donc du coup, ça fournissait un certain confort, mais passer une certaine étape de la thèse, on est obligé Ouais. voilà, de trouver au moins son propre moyen de subsistance. Ouais. Ouais. Ouais.
D'accord. Et il y a beaucoup de chercheurs vraiment en architecture en France, tu crois? Qu'est-ce que tu qu'est-ce Enfin, que tu vraiment entends par chercheur en des chercheurs architecture? universitaires, quoi. Non, non, bah déjà, on n'est pas très nombreux. Je crois que les doctorants en France en architecture, on est 400. On est, Mhm. en termes de visibilité, on est une poussière Eh oui. dans des océans dans les océans que sont l'histoire, la sociologie, la biologie. On est vraiment, on est un atome, Mhm. on est un atome. Le seul domaine qui est encore plus petit que nous, c'est le paysage, parce que le paysage vient d'être reconnu Mhm. comme discipline. Enfin, paysagisme D'accord. vient d'être reconnu comme discipline. Donc nous, on est vraiment, en fait, on n'existe pas, hein. Mhm. On a une section CNU, on est dans la section 17 du CNU, mais notre légitimité, on n'est pas au CNRS. On a très peu de labos qui sont affiliés CNRS. D'accord. Le CNU, j'explique On a pour des équipes l'audience, d'accueil, on a des équipes. c'est le Conseil national des universités. Enfin, je sais, ouais, voilà. Mais vas-y, je t'ai interrompu. En fait, voilà, on est très peu nombreux. On est un domaine qui a un souci de légitimité vis-à-vis de l'université parce que nous, la recherche se fait dans les écoles d'architecture. Elle se fait Ouais. pas dans l'université, sauf dans de très rares cas où le laboratoire en question est intégré à l'université et possède pas sa propre indépendance. Par exemple, le laboratoire de Toulouse appartient à l'école d'architecture de Toulouse Mhm. et après est mixé avec l'université Toulouse Jean Jaurès. Mais à la base, le laboratoire d'architecture, il est indépendant. Mhm. Ce qui fait que, voilà, le laboratoire d'architecture, on était 30 doctorants, 30 doctorants maximum, et au plus fort de notre capacité, je crois qu'il y avait peut-être 40 chercheurs à l'intérieur. Mhm. En tout, on devait être 80. Et on était le deuxième plus gros labo de France. Ouais. Ouais, ouais, T'as des équipes, je effectivement. crois, à l'école de Rennes, ils étaient pas très nombreux, je crois qu'ils étaient moins de 10. L'école de Montpellier, pareil, c'était minuscule. Des gros labos en France, tu as Grenoble, qui est bien situé, qui a un département spécial de recherche sur l'architecture en terre, qui est très populaire, en tout cas très médiatisé. Tu as les laboratoires de Bordeaux qui sont assez connus. Et après, c'est sur Paris. Paris Mhm. a le plus gros le plus gros labo de France. Mais D'accord. après, voilà, on n'est pas nombreux, hein. Ce qui fait on se connaît. Je dis pas qu'on mange ensemble tous les midis, mais on se connaît bien, quoi. Bon, du Mhm. moins, Mhm. chacun, quand il y a un nom qui sort, on sait qui c'est. D'accord. Ok. Ouais, ça confirme un peu ce que bon, je devinais, quoi, parce que c'est pas, oui, c'est pas une discipline universitaire. Enfin, disons que l'architecture n'est pas quelque chose qu'on associe prioritairement à une discipline universitaire. Et je m'étais dit que Oui. voilà, c'était sans doute assez petit. Et donc, c'était intéressant d'en entendre Ah ben parler oui, là à travers ta thèse. Euh, c'est hmm. vrai on est tout petit, mais parce qu'aussi ça tient à l'histoire française, c'est que à la base on est un domaine des beaux-arts. Donc Mhm. on a été ballotté de ministère en ministère. Quand moi je suis entré dans l'école d'architecture, on était encore au ministère de la Culture. Maintenant, on est en co-tutelle, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce qui permet Mhm. de donner plus de légitimité à nos enseignants-chercheurs. Mais oui, avant, on était aux Beaux-Arts. Avant le 68, on était aux Beaux-Arts. Donc, Mhm. l'architecture n'était pas une science, mais un art. D'ailleurs, à l'époque, on naissait architecte. On ne devenait pas architecte, on naissait architecte. Il y avait un certain romantisme, une certaine poésie Mhm. qui disait qu'en fait, on, on, on ne pouvait pas le devenir à Ouais, force de d'accord. travail. Voilà, ça descendait du C'est le ciel. talent, quoi. On Ouais, est ouais, architecte. Voilà. ouais, ouais, je vois. Ok, ok. Soit as le talent, soit tu l'as pas. Ouais, ouais. On en est un peu revenu Ouais. de cette idée-là, heureusement. Aujourd'hui, on forme plusieurs milliers d'étudiants chaque année. La plupart vont après travailler dans les agences d'architecture. Je crois qu'on est 1% à faire Mhm. la recherche après. Et sur les 1% Mhm. qui font de la recherche, il y en a peut-être un tiers qui vont dans l'enseignement après. Parce Ouais, que ouais, on est encore plus bouché que dans le milieu universitaire, hein, classique. ouais. Faut Je... savoir que pour la France, je crois qu'il y a
moins de 9 contrats doctoraux par an pour l'architecture. Mmh. Et on doit il doit y avoir 200 postulants, un truc comme ça. Ouais, Donc, d'accord. voilà, c'est pas encore la vie rêvée des anges. Effectivement. Ouais. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir expliqué tout ça avec beaucoup de pédagogie. C'était un sujet un petit peu différent de la plupart de nos interviews, mais moi, ça m'a bien plu. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Liberté Académique. Nous sommes un podcast science, esprit critique et liberté. Nous interviewons des chercheurs, enseignants et auteurs ayant des idées intéressantes et qui défendent la pensée libre, rationnelle et empirique. Nous luttons à notre niveau contre un certain anti-intellectualisme d'une partie de la classe intellectuelle. Nos interviews se font en français ou en anglais. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Liberté Académique sur YouTube et sur SoundCloud, ainsi que sur les principales plateformes de podcasting comme iTunes, Stitcher et plusieurs autres encore. Liberté Académique est également présent sur Twitter @acadfreedom et sur Facebook.